Je m'appelle Oriane Aymar. J'ai un rêve depuis un voyage au Tibet à 23 ans. Là-bas, j'ai vu l'Everest pour la première fois. Et comme une évidence, je me suis dit, un jour, j'irai en haut. Malheureusement, après une hémorragie cérébrale en Inde, à 25 ans, tout ça s'est évaporé. Pendant 15 ans, j'ai vécu en renonçant à ce rêve. Mais l'appel de l'Everest a fini par être plus fort. Ce n'est pas juste une montagne, c'est la déesse mère du monde. Is she okay? Mon voyage pour l'Everest a d'abord commencé par une étape en Inde sur les traces de mon passé. Vers l'adolescence, ma sœur m'a prêté un livre qui parlait de réincarnation. Ça m'a interpellée, j'ai lu d'autres livres et à partir de ce moment-là, vraiment, j'ai découvert un autre monde et les questionnements ont commencé à ce moment-là. Donc vers 13-14 ans, c'est devenu de plus en plus intense, au point où c'était presque devenu une obsession en fait. Il fallait que je trouve des réponses à mes questions. Je me suis dit, j'ai pas que cette vie en fait. Du coup, qu'est-ce que je suis venue faire aussi pendant cette vie ? Si je dois après me réincarner, qu'est-ce que je ferai après et pourquoi se réincarner ? Dans ma famille, on ne s'intéressait pas forcément à tout ça, la spiritualité indienne, l'Asie de manière générale. Cet attrait pour l'Asie est venu, et notamment donc l'Inde bien sûr, mais je dirais le Tibet aussi, et je rêvais d'y aller. Je voulais quand même finir mes études, en tout cas le lycée, et mon but c'était vraiment de partir après, dès que je peux en fait. Je me sentais quand même extrêmement enfermée en fait dans mon milieu. Et puis au fur et à mesure, j'ai commencé à voyager. J'ai fait mon premier voyage en Asie, j'avais 18 ans. J'ai fait aussi donc le pèlerinage de Compostelle, qui a marqué un changement très important dans ma vie. Parce que je me suis rendu compte que je pouvais marcher comme ça à 1700 km toute seule avec mon sac à dos. J'étais très tôt attirée par le Tibet parce que c'est l'Himalaya, c'est les montagnes et c'est tout ce qu'il y a derrière par rapport au bouddhisme tibétain. Voilà, c'est tout ce monde-là en fait qui m'attirait. Avant l'Inde, c'est à Chamonix que j'ai décidé de redonner vie à mon rêve, malgré les interdits.
J'ai le projet d'effectuer l'ascension de l'Everest prochainement, qu'on appelle également donc en tibétain Chomolungma ou en népalais Sagarmatha, donc qui signifie la déesse mère du monde. Et j'ai ce projet depuis fort longtemps. L'Everest, le plus haut sommet du monde, constitue un véritable défi pour tout grimpeur. Chaque année, on y recense un nombre élevé de décès et d'accidents. L'expédition dure environ 2 mois. Elle commence par un trek d'une semaine environ au départ de Lukla pour se rendre au camp de base situé à 5300 mètres. On reste alors quelques jours, puis on démarre les rotations, ces allers-retours entre les camps supérieurs afin que le corps s'acclimate. Et donc à la fin, c'est l'ascension finale, ce qu'on appelle également le summit push. Et donc là, on va jusqu'au sommet, si on peut bien sûr, parce que l'idée c'est de revenir vivant aussi avec tous ses doigts. Grimper l'Everest, c'est vraiment une forme de communion aussi avec la déesse mère, puisqu'il y a une longue histoire dans ma vie autour de la déesse. Lorsque je suis allée au Tibet la première fois, j'ai rencontré un Français, un photographe. Et un jour, il me montre une photo de Ma Ananda Mahi. Bizarrement, cette photo, l'image que j'ai vue de Ma Ananda Mahi a continué en fait elle revenait de temps en temps. J'avais l'image de Ma qui est en train de bénir. En fait, elle revenait constamment. J'ai continué les voyages et je suis retournée en Inde, j'avais 25 ans. C'est là où je suis allée pour la première fois donc, à Kankal, donc près d'Haridwar, dans le nord de l'Inde. Et c'est là où j'ai vu, en tout cas, pour la première fois, la tombe de Ma Ananda Mahi, cette sainte considérée comme une déesse, en fait, de son temps et encore aujourd'hui. Elle est juste d'ailleurs, ça c'est ici, sa tombe est juste derrière. Depuis de longues années, j'ai toujours été attirée par Ma Ananda Mahi, par Ma, donc la mère. C'est vraiment de l'ordre du sacré, c'est de l'ordre du... c'est quelque chose de mystérieux. C'est pour ça que j'ai du mal à donner une explication rationnelle. C'est cette présence, c'est une beauté divine. C'est une beauté qui transcende tout. Ça faisait depuis des années que je n'étais pas revenue ici. Donc c'était un moment très, très spécial pour moi de revenir ici. Parce qu'il s'est passé énormément de choses. Et tout a un peu basculé dans ma vie ici. C'est là où j'ai eu mon hémorragie cérébrale. Physiquement, pour moi, c'était la fin. C'était la fin de ma vie, tout simplement. Bien sûr, pour grimper l'Everest, pour aller au toit du monde, ça requiert une véritable préparation. Je me prépare à Chamonix, où j'habite, en faisant notamment du ski de randonnée. J'aime bien également diversifier, et comme je suis à côté de l'Italie et de la Suisse, j'en profite.
C'est pas que physique, bien sûr, ça se passe également dans le mental. D'ailleurs, le mental a une part essentielle en fait dans l'ascension. Je suis allée faire un stage de yoga du froid, une retraite plutôt, de yoga Tummo, donc à près de 2000 mètres d'altitude. Donc on commence à peu près à 7 h du matin, donc qui vente, qui neige, et on médite. Donc on est en maillot de bain, voilà, avec des températures qui varient de -10 à -3, -4. En fin de matinée, on passe donc au bain, une eau qui est à peu près de 1 degré. Dès qu'on rentre dans l'eau froide, on est comme transpercé par le froid. Ça a été extrêmement éprouvant. J'ai pensé à l'Everest, j'ai pensé à la déesse mère. Et là, en fait, je suis restée à peu près une quinzaine de minutes dans l'eau. Après des mois de préparation, c'est enfin le grand départ pour l'Inde et le Népal. Moi, je suis actuellement dans la chambre où 20 ans plus tôt, 19 ans, j'ai eu une hémorragie cérébrale. Je savais en fait à la base que j'avais une malformation au cerveau, congénitale, donc de naissance. On a découvert cette malformation par hasard quand j'ai eu la dengue en Indonésie, quand j'avais 22 ans. Le neurochirurgien m'a dit on n'y touche pas, voilà, je peux continuer à vivre avec. Sauf que 3 ans plus tard, cette malformation a saigné à l'ashram de Ma, donc en pleine nuit, la nuit du 16 au 17 avril 2004. Donc moi, je n'ai rien vu puisque j'étais inconsciente, mais en pleine nuit, j'ai eu 5 convulsions très fortes. Et quand je me suis réveillée, cette amie qui était avec moi, Pascal, me demande si tout va bien. Et j'étais incapable de lui répondre. Je ne savais plus comment je m'appelais, je ne savais plus rien. Je lui ai décrit ce que j'avais vu, la sensation, ou c'est plutôt le sentiment d'être un petit peu, d'être le tout, voilà, d'être plusieurs réalités, et puis à la fois d'être toutes ces réalités en même temps. J'ai répété 3 fois le mot présence. J'ai fait présence, présence, présence. Et après, je suis retombée inconsciente sur le lit. On m'a emmenée à l'hôpital d'Dehradun. Et là, quand j'ai repris un peu conscience, les médecins m'ont expliqué ce qui s'était passé. Et ils m'ont montré donc l'IRM. Et donc là, j'ai vu l'énorme tache de sang en fait, qui était apparue dans mon cerveau. Donc là, j'ai eu cette forte prise de conscience que j'allais vraiment mourir. Et pourtant, je pensais que j'étais prête parce que pour avoir été sur le lieu de crémation en Inde, avoir médité sur ces lieux-là, avoir beaucoup lu sur la mort, etc. Je me disais qu'un jour, le jour où je meurs, je serais prête. Mais non, loin de là. J'étais, forcément, je reste très attachée à mon corps, à la vie terrestre. Et puis à 25 ans, c'est un petit peu jeune aussi pour mourir. Le lendemain, on m'a transportée en ambulance jusqu'à Delhi, à l'Apollo Hospital.
On me donnait des cachets pour que je puisse dormir parce que je voulais pas m'endormir en fait, parce que j'avais peur de partir à nouveau. J'ai été rapatriée en France, donc je suis allée au Kremlin-Bicêtre. On m'a ouvert le crâne pour enlever cette malformation. Et j'ai encore des séquelles, ma tête qui est toute trouée, il y a des trous partout. Je me suis retrouvée dans le bureau du neurochirurgien. Et donc là, il me dit Oriane, je suis désolée, il va falloir arrêter tout ce qui a trait à l'altitude. Donc les treks à 4000, comme j'avais l'habitude de faire, c'était à bannir. C'est sûr, on renonce à quelque chose, ce qu'on aime, mais à la fois, j'étais aussi contente d'être en vie. Donc je me suis dit, c'est pas grave, je suis en vie. Alors, s'il y a un lien entre mon accident cérébral et Emma, encore une fois, je n'ai pas de réponse, d'explication rationnelle à tout ça. Oui, quelque part, j'ai envie de dire que ce n'est pas par hasard si ça a lieu là. C'est pas rien d'avoir cet accident-là dans l'ashram de Mananda Mahi, devant la tombe même de Mananda Mahi, où il y a le culte tous les jours. Et c'est certainement, il y a quelque chose à comprendre au point de vue symbolique. La mère et la mort, c'est rapproché, c'est pratiquement le même mot en indo-européen. La mère donne la vie et la mort la reprend. Et la déesse mère peut donner la vie et la mort. Après cette étape émouvante en Inde, je me sens enfin prête pour l'ascension de l'Everest. Je suis à Katmandou, c'est le dernier jour avant mon départ pour Lukla. J'ai fait quelques séances d'acupuncture pour avoir une meilleure circulation des mains, des pieds. Je vais démarrer le trek pour aller jusqu'au camp de base, pour ensuite grimper l'Everest. J'ai fini mes derniers préparatifs. Et je suis très heureuse, très excitée et hyper enthousiaste à l'idée de grimper. L'ascension se rapproche. Je sens l'appréhension grandir. Ça y est, c'est parti pour une longue semaine de trek. Ça fait du bien de retrouver l'Himalaya. L'Everest est une montagne sacrée pour les Sherpas. C'est un géant qui regarde le monde. C'est la mère de toutes les montagnes. Elle les nourrit et les protège. Ils la chérissent comme un parent. Ils pensent aussi qu'elle abrite des esprits, parfois bienveillants et parfois malveillants. Après mon hémorragie cérébrale, ma vie a changé et c'est comme s'il y avait eu un petit coup de pouce tout d'un coup. Je faisais des études qui ne me correspondaient pas forcément. Moi, c'était le domaine de la religion en fait, qui m'intéressait.
quelques mois après mon opération, je suis partie au Canada pour commencer un PhD en sciences des religions. Et là, je me suis spécialisée en hindouisme et donc j'ai fait ma thèse donc, sur Mahananda Mahi. Quand je suis arrivée au Canada, je continuais un petit peu à trembler de temps en temps. J'ai dû prendre des médicaments pendant quelques années pour éviter les crises épileptiques, alors que je ne suis pas du tout épileptique à la base. Et puis bien sûr, j'ai continué à avoir des contrôles réguliers, des IRM, et ça a continué pendant un moment. Donc ouais, il y a quand même certains traumatismes qui est resté lié à ça. Et j'ai toujours eu l'impression que ma tête va s'ouvrir liée à l'opération parce qu'on m'a quand même ouvert d'ici jusqu'à là. Bien sûr, il y a une certaine fragilité qui reste. Des fois, quand j'ai des maux de tête, j'ai tendance à avoir plus mal à la tête ici. Après ça, j'avais envie d'action et je me suis dit, moi, l'humanitaire aussi, c'est quelque chose qui m'avait toujours intéressée. Le premier poste que j'ai eu, c'était au Comité international de la Croix-Rouge. Ils m'ont envoyé tout de suite en mission, donc en Afrique et en Haïti. Puis j'ai eu cette proposition de travailler au Quai d'Orsay et de m'occuper des questions religieuses. Quand je suis arrivée, il y a Daesh qui est apparu, la crise des chrétiens d'Orient, il y a eu les attentats. Donc finalement, je me suis retrouvée à travailler plus sur les questions de radicalisation, d'extrémisme violent. Et après, comme je ne suis pas diplomate, j'ai dû quitter le ministère des Affaires étrangères. Et là, je me suis dit, je fais quoi maintenant? Je me suis simplement posé la question, c'est quoi ton rêve, Oriane? Et la réponse a été très claire, très, très simple. C'était pour moi revenir dans l'Himalaya et grimper des hauts sommets. Je suis allée en altitude et puis j'ai vu qu'en fait, ça allait bien. Et j'ai fait le Mont Blanc, qui a été le premier sommet que j'ai grimpé. Alors, je ne connaissais rien à l'alpinisme. On a fait la grande traversée et c'est en arrivant au refuge, on m'a dit « Vous allez bien, vos lèvres, elles ont triplé de volume, voyez vos mains, vous êtes toutes gonflées. » Et là, je me suis dit « Mince, j'aurais dû écouter le neurochirurgien. » J'ai fait des tests d'hypoxie, ils m'ont dit « Non, mais vous n'avez aucun problème d'altitude, au contraire, vous avez le cœur d'une sportive aussi, vous avez juste fait un œdème localisé. » Je suis allée par étapes, bien sûr, avant de remonter en altitude. Je suis retournée au Népal. J'ai fait des treks, j'ai grimpé les 6000, les 7000. J'ai fait le Lhotse en 2019, donc à 8516 mètres. Ce que j'essaye de faire, moi, c'est vraiment de m'écouter. Et je sais que si j'ai un problème en haut, il faut que je redescende, voilà, et point. Et puis tant pis le sommet, il faut apprendre aussi à renoncer. Je ne veux pas risquer ma vie pour un sommet. Il y a 4 ans, donc, j'ai grimpé le Lhotse, la 4e plus haute montagne au monde. Ça a été une série de catastrophes. Dans mon équipe, il y a une personne qui est tombée dans une crevasse. Il a fait une chute de 25 mètres. Heureusement, il s'en est sorti indemne. C'est un miracle. Il y en a qui ont été évacués pour début d'œdème. Même dans les Sherpas, il y en a un qui a eu des gelures, un autre qui est mort, malheureusement. Donc ouais, c'est un événement qui nous a tous bouleversés. Et je me suis retrouvée dans une équipe exclusivement composée d'hommes. Lors de la première rotation, on a commencé à m'ignorer. On m'a même pas demandé comment j'allais, on m'a même pas dit bonjour, rien du tout. Au départ, j'étais un petit peu perturbée, je me posais des questions. Et puis, j'ai compris au fur et à mesure ce qui se passait. Ça dérangeait certains que l'unique femme du groupe, finalement, touche le camp 3 avant tout le monde. On a commencé à me faire des commentaires déplacés en me disant que j'étais fragile, j'avais besoin de payer plus mon Sherpa parce que j'avais besoin de plus d'assistance. Ça n'a pas du tout la même
le même impact qu'en basse altitude. Et au bout d'un moment, c'était devenu insupportable au point où j'en pleurais tous les jours. Donc j'ai fini par réagir et à dire stop. C'est-à-dire qu'à un moment donné, à force d'être abaissé, d'être diminué, j'ai pris tout le monde à part, enfin dans la tente messe, et j'ai dit ce que je pensais. Alors ça n'a absolument rien changé à la suite, mais en tout cas pour moi c'était important que je le fasse. Voilà, c'était une question aussi, moi, d'affirmation. Pour moi, c'était la part la plus difficile de l'expédition, parce que pour faire un 8000, il faut vraiment être serein. Et en rentrant après en France, je me suis aperçue que je n'étais pas la seule aussi à avoir subi ce type de comportement. Je pense notamment à Junko Tabe, qui était la première femme à avoir grimpé l'Everest, et la première mère aussi. C'est vrai qu'elle, quand elle cherchait des sponsors, on lui disait qu'elle ferait mieux de s'occuper de ses enfants, etc. Voilà, donc elle n'était pas du tout acceptée dans ce milieu-là. Alors que pour un homme, on n'a pas du tout le même traitement. Les hommes sont presque mis sur un piédestal et traités comme des héros quand ils meurent en haute montagne. Et par contre, une femme qui meurt en haute montagne, elle n'a pas le droit. Et c'est malheureux de voir que les femmes n'ont pas tout à fait leur place en haute montagne, et pas que d'ailleurs. Et pour aussi parler un petit peu des femmes locales, donc des Sherpani, les femmes Sherpa, elles aussi sont confrontées bien sûr à ce type de problème, et je suis tellement admirative aussi de ces femmes qui se battent pour montrer que oui, voilà, les femmes ont leur place dans la haute montagne. Very few Sherpa women are working as a professionally climbing guide on the mountain because of our culture. You cannot do a lot of things what men are doing in our society. But nowadays, time changed a lot, so women get more support and they can do what they want. Women are really strong mentally. That's why they did all these impossible things, impossible climb. Climbing 8,000-meter peak is a very slow pain. It's not hard and fast. It's a slow, voluntary pain, right? And I think what I've seen, my experience is women are better than men. I have people coming from CrossFit World Champion, special forces and all that, and I have a normal lady, very normal. But then when they come in above 8,000 meters, that is stronger. And why? Because woman has a natural stamina to bear the pain. Now seeing more, women in the mountains is amazing. De manière générale, sur le sous-continent indien, les femmes qui ont leurs règles sont plutôt mises à l'écart. Elles sont considérées un petit peu comme impures. Maintenant, tout ça a été banni, mais ça reste encore très présent. When they are having their period, they cannot do a lot of things, and they cannot touch many things, and they cannot be very free, But in our Sherpa society, it's not like that. They understand, and then we are allowed to do almost everything when you are having period. Actually, these days, the young generation, they understand everything, so it's not that difficult anymore. Pour moi, le sang, ça symbolise aussi la vie. Alors ça peut représenter aussi la mort, bien sûr, mais c'est le cycle, en fait, tout simplement. C'est le cycle de la vie et de la mort. Et Mahananda Mahi, qui était la mère de la joie, en fait, elle était considérée comme une incarnation vivante de la déesse Kali, donc de la déesse mère, donc qui quelque part qui donne la vie, mais qui peut la prendre, en fait. C'est la déesse, c'est la vie. Et un petit peu comme l'Everest, qui est une déesse. Et quelque part, elle peut être bienveillante, mais elle peut aussi prendre la vie. C'est la vie, la mort, les deux sont étroitement liés. Des fois, je me pose la question pourquoi je reviens ici.
Qu'est-ce que je cherche finalement? Pourquoi je veux à tout prix grimper l'Everest, faire cette ascension. Il y a des moments où c'est une évidence, c'est même souvent le cas, mais je suis quand même parfois envahie par les doutes. Mais oui, quelque part, à travers cette ascension, c'est moi que je cherche à mieux connaître aussi. Il y a aussi d'autres moments où je me dis, voilà, pourquoi je ne suis pas comme tout le monde, pourquoi je ne me contente pas d'une vie normale, entre guillemets, une vie avec une famille, des enfants, ce que je souhaite aussi, hein, mais bon, pour l'instant, voilà, il se trouve que c'est pas mon chemin et donc voilà, j'ai d'autres choses à accomplir avant. Grimper l'Everest ou m'en rapprocher comme j'ai pu le faire avec le Lhotse, c'est aussi quelque part pour moi me rapprocher de Mananda Mahi, me rapprocher de la mer absolue. C'est pas une histoire de performance, c'est un appel. À travers cette ascension aussi, il y a peut-être une envie de retourner à une certaine simplicité. On se dégage un petit peu aussi du superflu. Mais ouais, il y a aussi une certaine forme de recherche de solitude. Quand j'ai grimpé le Lhotse, par exemple, je me suis retrouvée quasiment une semaine dans une tente coincée, une tempête de neige. Donc là, bien sûr, il n'y a pas d'internet. On écoute le vent, on écoute les avalanches aussi qui tombent parfois. Donc ouais, c'est un retour à soi et on se retrouve. Dans la voie spirituelle, on insiste beaucoup sur la non-peur. Mais voilà, la non-peur, c'est un phénomène intérieur. Hein, comme le disait Nietzsche, le plus grand courage, c'est le courage de faire face à soi-même. En haute montagne, l'eau est gelée, il n'y a même pas le bruit de l'eau, et il n'y a plus d'oiseaux non plus. Donc c'est le grand silence, et ça, c'est très important pour avoir des expériences intérieures un peu fortes. La mort, je vois plus ça comme un passage, comme un changement d'état. C'est pas une fin en soi. Il y a une phrase qu'a dit Mananda Mahi, mourir, c'est changer de vêtements. Même si j'ai cette vision de la mort, ça ne veut pas dire que je la crains pas. Je reste très attachée à ce corps humain, à Oriane, là, qui est dans ce corps. Pour mon ascension du Lhotse, j'avais fait une puja auprès d'un lama à Pangboche. Donc Pangboche, c'est le plus vieux monastère en fait de la région de l'Everest. Je viens d'en refaire une autre avec le même lama qui m'a reconnue, qui était très content de me revoir. Le terme puja dans l'hindouisme et dans le bouddhisme, ça signifie une cérémonie pour bénir en fait mon expédition à l'Everest. Il m'a remis la kata que je lui avais offerte pour me bénir et il m'a donné quelques grains de riz à emmener avec moi, qui ont été donc bénis. Hein. Et puis il m'a attaché ce petit cordon, j'avais déjà celui du Lhotse, qui est là depuis 4 ans. Il m'en a rattaché un autre, donc qui est lié à l'Everest. Et il y aura une autre puja au camp de base de l'Everest. Là, il y a tout le matériel de l'expédition qui va être béni. Encore une fois, oui, le physique c'est important, le mental c'est important, mais il y a aussi tout le monde de l'invisible en fait qui est là. Et cette puja, en fait, elle est extrêmement importante pour les Sherpas. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun Sherpa qui va grimper sans que cette puja ait lieu.
C'est la fin de ce long trek. Je suis enfin au pied de l'Everest. Le plus difficile va maintenant commencer. Mais d'abord, on s'entraîne et ensuite on attaque la rotation. On va faire des allers-retours entre les différents camps supérieurs pour que le corps ait le temps de s'acclimater au manque d'oxygène, pour pas qu'il y ait des œdèmes notamment cérébraux, des œdèmes pulmonaires, puisqu'on ne grimpe pas directement au sommet, sinon on mourrait tout de suite. Avant ce défi, je prends conseil auprès d'une véritable légende de l'himalayisme. Kamrita Sherpa a déjà gravi l'Everest 28 fois. You need to your body fitness for altitude. Motivation, main thing is need to mentally strong. There's God watching from up there, no? Chammulangma Mount Everest is not only mountain. This is mountain. This is mountain God, you know. This is same like our parents. He gave to us job. He gave to us money, everything, you know. Make happy everybody, you know. We all pray for mountain God. Les risques en haute montagne, ils sont multiples. Notamment, je pense à la cascade de glace que je connais déjà pour avoir fait de l'Otse. Mais il y a le risque d'avalanche, il y a le risque de tomber simplement dans une crevasse. Il y a le risque lié aux chutes de sérac. Donc les séracs, ce sont des gros blocs de glace qui peuvent tomber à tout moment. Il y a d'autres dangers également, mourir de froid en fait, tout simplement. Il y a le risque aussi lié au mal d'altitude. Ça peut conduire aussi à des œdèmes. Et donc là, on peut en mourir. C'est pour ça aussi que ça s'appelle la zone de la mort, au-dessus des 8000. Il faut s'attendre à avoir des morts en chemin. Ça fait partie de l'ascension. Au sommet du Lhotse, à quelques mètres plus bas, il y a un cadavre qui est là. Il faut vraiment le frôler en fait pour arriver au sommet. On n'a pas le choix. Puis on finit forcément par regarder. Ça fait 11 ans qu'il est tout en haut. Il est tellement bien conservé par la glace qu'on pourrait presque dire que c'est un être vivant. Vu les conditions extrêmes, et il faudrait monter toute une équipe avec des Sherpas pour aller récupérer le cadavre. Ça coûte extrêmement cher et c'est aussi dangereux. Finalement, les grimpeurs aussi se servent de ces cadavres comme point de repère. Encore 2 à 3 semaines avant l'ascension finale. J'effectue ma rotation et touche le camp 3 à 7200 mètres. Jusque-là, tout se passe bien.
That's right. Please relax. Hey, wait. Come here. Hey. Yeah. Okay. Are you okay? Right here. Yeah, here is taking this. Okay, good there, yeah. I don't see. Let's take off the can. Good there, yeah. Are you okay? To leave is dangerous. Let's go. Yeah, let's get down. You have a cut on your... Yeah. It's my ear. Yeah. It hurts. Like a monster. During the rotations, this time I got caught in ice avalanche in Seracs Fall. When I heard the noise, I thought it was the end. I thought it is the end of my life because the noise was so loud. And finally I got through. I got a bit hurt, but I was extremely lucky. The shock was very violent, so I had to be rescued and go to the hospital. So of course there is a trauma, and I cannot hide it. I still want to go up. My dream is so strong, and I want to climb Everest. But I know I have to go back through the icefall on the way up and on the way down too. So I try not to think too much of this. I try to just to be positive, but of course I'm afraid. La raison devrait me pousser à abandonner aujourd'hui. Mais j'ai déjà dû renoncer à mon rêve il y a 20 ans. Je n'y renoncerai pas une nouvelle fois, si proche de la déesse mère. The weather is not good today, right? No, not at all. मैले त तपाईँ नाचिदिरह भने अघि अनि पछि आगे त Quand on grimpe un 8000, il n'y a pas de secours en haut. On est vraiment en mode survie. On se sent extrêmement vulnérable puisqu'on est vraiment dans la zone de la mort. Il y a quand même 3 fois moins d'oxygène qu'en normal. C'est la hauteur à laquelle les avions de ligne volent. Come to, woo! Welcome to... Oh là là. Merci, thank you. Very heavy this bag. Et voilà. Et voilà, et voilà. Mes lèvres, elles font un peu mal. Elles me font même très mal, mais ça va. J'essaie de me protéger le visage. I try to protect my face.
I like the atmosphere actually. It's very nice, no? If you have a dream, just go for it and don't listen to the others. And see, we have Everest, let's say, we have everything for all these mountains for us. I think it's really magical. Like this. C'est fréquent de vivre des états modifiés de conscience. Il y en a qui deviennent totalement fous, il n'y a rien qui les arrête et puis ils finissent par se suicider en haut. Certains ont des visions, certains entendent des voix, d'autres voient leur corps se dédoubler, c'est-à-dire qu'ils se voient marcher et puis ils sentent aussi la présence d'une tierce personne. Souvent c'est une personne qui est bienveillante et qui les guide. What is the altitude? 6,008? No. 6,600. This is the Lhotse face. So we are going to climb up to the Camp 3. 4 years ago, here it was full of people, and now nobody. So this is great. On n'est pas loin de 7000 mètres. Je commence, je le sens bien. Wait. So I climb. Coucher du soleil au camp 3, ça vaut tout le trajet pour arriver jusqu'ici. Namasté, je suis au camp 4, enfin au col sud, qui est situé à presque 8000 mètres. Et en fait, on nous avait dit qu'il y avait du beau temps, sauf que non, c'est tout le contraire. On a une espèce de tempête, donc au début, ça allait à peu près au camp 3, au camp 4, et puis après le vent s'est déchaîné. Et donc là, on s'apprête à partir. Et j'avoue que je suis un peu anxieuse et voilà, franchement j'ai des doutes si je vais arriver ou pas au sommet parce que c'est plus dur que ce que je pensais. On n'était pas du tout censé passer la nuit ici, mais hier il y avait vraiment trop de vent, il y avait des rafales à 100 km/h, donc ça a été un peu l'enfer. On a dormi à 5 dans la tente, on s'est collé, au moins on n'avait pas froid, ça va mieux et on part ce soir.
Je m'appelle Oriane Aymar. J'avais un rêve, gravir l'Everest, la déesse mère du monde.